Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine et surtout pour préparer la semaine qui arrive, une semaine particulièrement importante qui nous attend. Après une semaine qui vient de s'écouler, déjà particulièrement intéressante, on va revenir sur tous les événements microéconomiques, macroéconomiques, mais aussi techniques qu'on a pu avoir sur le marché crypto, mais aussi sur les marchés financiers traditionnels. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec un premier point sur le marché crypto qui, vous le voyez, est dans le vert en ce samedi après-midi. Mais globalement, on a un marché relativement stable depuis plusieurs jours maintenant, à l'image du Bitcoin qui est dans une phase de latéralisation, une phase de consolidation entre les 50 et les 53 000 $. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est que va-t-il se passer par la suite? Est-ce qu'on va prolonger la tendance haussière qu'on a mise en place depuis un bon moment maintenant pour aller chercher les 55, les 60, voire même la TH? Ou est-ce qu'on est arrivé sur une situation de top local? Et dans ce cas-là, il faut s'attendre à du retracement dans les prochaines semaines. Personnellement, je vous ai déjà partagé mon biais et mon avis. Je suis plutôt de la deuxième option. Moi, je considère qu'on a effectivement un top qui s'est formé en 4 heures. On peut l'observer grâce à plusieurs datas que je vous ai partagées tout au long de la semaine. Et du coup, j'envisage du retracement dans les prochains jours. Alors, pas forcément aussi bas. Là, je vous ai identifié la target la plus basse qui se situe, selon moi, aux alentours des 40 500. Mais avant ça, je vais avoir le niveau des 47 000, 48 000 $, qui va être mon premier niveau de prise de profit. Le deuxième, qui va être pour moi le plus important, celui des 43 800. Et enfin, si jamais on a vraiment un marché qui s'affaiblit, envisager pourquoi pas un retour à 40 500. Globalement, mon biais c'est ça. Donc là, vous voyez que je suis en position depuis quelques jours sur le cours du Bitcoin en 4 heures. C'est une position swing. Malgré ça, ça ne m'a pas empêché à plus court terme de tenter quelques petites positions en scalp, notamment sur des plus petites unités de temps, type 15 minutes. Je vous ai d'ailleurs partagé ces positions tout au long de la semaine. Mais c'est vrai que Bitcoin, c'est pas forcément la crypto sur laquelle je me suis le plus penché cette semaine. D'ailleurs, en termes de prise de position, j'ai été beaucoup plus actif sur Ether, qui m'a permis de réaliser des belles performances. Alors, tous les trades que j'ai pris sur Ether ne sont pas passés. Vous voyez notamment celui-ci et celui-ci, je me suis fait stop loss. Mais globalement, sur l'ensemble, je suis sorti en positif de cette semaine. Vous voyez, sur toutes les positions, j'ai eu plus de positions gagnantes que perdantes. Et en plus de ça, vu que toutes mes positions ont un RR supérieur à 3, on est même des fois été à des RR supérieurs à 4, à 5, à 6, et ben je m'en sors avec une semaine avec de plutôt bonnes performances sur Ether. Alors Ether, il a été un petit peu particulier. En fait, on a eu des moments où Ether a été plus fort que BTC et d'autres moments où il a été plus faible. Il a un petit peu alterné. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile à lire cette semaine. Si on regarde un petit peu du côté de la dominance du Bitcoin, on voit que ça a pas mal oscillé sur du court terme. On a eu du mal à prendre vraiment une direction. Et puis ça se voit aussi très très bien lorsqu'on regarde la paire Ethereum BTC sur du 4 heures. Bon, bah voilà, effectivement, on a fait un joli rebond sur la zone weekly, mais on n'a pas fait quelque chose de sensationnel non plus pour le moment. Ok? Bon, au-delà de ça, le fait que Ether soit plutôt résistant, bah, ça nous a permis quand même d'observer de belles performances sur le marché des altcoins. D'accord? Notamment sur certaines narratives et particulièrement sur celle de l'intelligence artificielle. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on va reparler d'NVIDIA, qui a été en partie responsable de cela, mais c'est vrai que cette semaine, on a vu des choses intéressantes. Par exemple, ici, sur le fait, mais pas seulement. On a vu Uni, alors là, c'est pas dans la narrative intelligence artificielle, mais on a vu Uni qui a proposé de belles performances, notamment parce qu'il va y avoir des changements structurels qui ont été proposés par la DAO. On a vu aussi le Matic, qui a fait des performances assez intéressantes cette semaine, notamment parce que la plateforme Reddit a annoncé avoir acheté du Matic. D'ailleurs, on a pris des jolies petites positions assez sympas aussi cette semaine sur le Matic. Donc voilà, on a un marché crypto qui est quand même très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de setup en ce moment qui me plaisent particulièrement. Il y a beaucoup d'opportunités en fait qui se dégagent sur le marché. Alors, certaines se passent bien, d'autres moins bien. Il y a des fois nos trades sont passés, d'autres fois pas. Ça va dépendre. Vous voyez, par exemple, le BNB était très très bien parti, puis après il est remonté. Alors ça va parce que nous on a une stratégie où en fait, voilà, arrivé sur ces niveaux, on a pris des profits partiels, on a remonté notre stop loss ABE, mais on a un marché qui reste pas forcément très évident à appréhender.
malgré ça, encore une fois, je le répète, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'opportunités. Vous voyez, pareil ici avec Avax, hein, où on s'est fait sortir hier après-midi. Il y a un marché qui présente des opportunités, qui présente de la volatilité. Et ça, c'est plaisant parce que du coup, ça nous permet de faire des choses. Ça nous permet d'être actifs, de mettre en application nos idées, nos analyses et nos scénarios. Malgré ça, il faut rester quand même prudent, ok, parce qu'on a un marché qui, comme je vous le disais à l'instant, est difficile à appréhender. Surtout ne pas rentrer dans de l'overtrading. Hein. J'ai pris personnellement pas mal de positions cette semaine, mais j'ai dû me limiter un petit peu moi-même parce que je sentais qu'à certains moments, voilà, j'avais tendance à vouloir prendre un petit peu trop de positions. Ok ? Alors, c'est vrai que la situation de marché s'apprêtait aussi davantage à ce type de trading. Du fait qu'on avait de la volatilité, on avait la possibilité de prendre des positions à plus court terme. Là où typiquement, par exemple sur Bitcoin, on a un petit peu moins de volatilité intraday, selon moi. Et donc du coup, on reste plutôt sur des unités, enfin voilà, sur des grosses unités de temps et donc sur des positions plutôt en swing. Ok ? Bon, au-delà de ça, actuellement sur Bitcoin, c'est le week-end, c'est plutôt calme au niveau de l'open interest. On voit quand même une petite remontée des funding et des CVD spot, donc ça reste à surveiller. Et puis ce qui est surtout important de comprendre actuellement sur le marché, c'est qu'on reste sur un niveau de prix où on a énormément d'ordres en attente de part et d'autre de la zone actuelle. Donc naturellement, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on répète très souvent, quand on a un actif qui consolide pendant un long moment, qui range pendant plusieurs jours, et le mouvement de sortie de cette phase de latéralisation est d'autant plus violent. Donc c'est pour ça que voilà, je vous recommande quand même d'être prudent parce que pour moi, la sortie de cette phase de consolidation, elle ne se fera pas forcément en un seul temps, mais plutôt en plusieurs temps. C'est tout à fait possible qu'on revienne squeeze en haut pour ensuite partir en bas, ou inversement, qu'on vienne squeeze en bas pour ensuite partir plus haut. Donc voilà, on reste vigilant, on reste prudent, on reste patient et surtout, on augmente ses tailles de position seulement une fois que le marché nous donne raison. D'accord ? Si vous voyez que le marché ne va pas dans votre sens, que ne va pas dans le sens de votre position, vous réduisez la voilure. Vous restez calme. Par contre, dès que le marché va vous donner des confirmations, dès que le marché va vous donner raison, c'est là où il faut être capable d'insister. D'accord ? Et potentiellement augmenter vos tailles de position. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Juste pour revenir sur la journée d'hier, on avait plusieurs millions de dollars de contrats qui arrivaient à expiration hier sur BTC avec un max price à 48 000 dollars. Bon, vous voyez que ça n'a pas attiré plus que ça le prix vers le bas. Donc attention à lundi. Et puis attention à la semaine prochaine, on va avoir les clôtures mensuelles aussi sur les CME. Donc il faudra être attentif et prudent vis-à-vis de cela. D'accord ? Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto les amis. On va désormais pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels et on va commencer par un premier point sur la microéconomie. Je vais juste boire une petite gorgée d'eau. Alors, d'un point de vue microéconomie, le résultat tant attendu de la semaine, c'était celui de Nvidia. D'accord ? Donc on avait eu un début de semaine un petit peu prudent, un petit peu timide sur le cours de l'action Nvidia qui avait perdu d'ailleurs 5-6%, sans doute dû à quelques prises de profit et de l'incertitude quant à la publication des résultats de l'entreprise. Au final, tout s'est bien passé, Nvidia a publié de très bons résultats et on a refait 20-25% de hausse en deuxième partie de semaine, ce qui a été d'ailleurs responsable en partie de belles performances qu'on a pu observer sur les indices américains, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Ça, c'était la microéconomie du côté américain. Du côté français, du côté européen, on avait aussi pas mal de choses avec Engie, Accor, AXA, mais on avait aussi Carrefour, d'accord ? Hop, tac, Euronext, voilà, il est ici. Carrefour qui a aussi publié des bons résultats cette semaine et qui rentre dans une certaine continuité en termes de performance microéconomique au sein des entreprises du CAC 40 qui lui permettent, on le verra aussi tout à l'heure en détail, de réaliser de très très belles performances. Ok ? Ça, c'était d'un point de vue micro. D'un point de vue macroéconomique, on a eu aussi pas mal de données du côté européen avec les chiffres PMI, Manufacturier de Services, mais aussi du côté américain. Alors, du côté européen, c'est pas terrible. On reste dans une situation de récession, mais aussi avec un niveau d'inflation assez élevé. Par contre, du côté américain, ça a été plutôt satisfaisant aussi, puisque les chiffres PMI, notamment dans le secteur des services, sont venus se rééquilibrer, ce qui a aussi permis de belles performances sur les indices. J'y viens donc cette fois-ci à la partie technique. Effectivement, on a vu les indices américains nous présenter de nouveaux plus hauts cette semaine. Vous le voyez ici sur le Dow Jones qui a passé les 39 000 dollars, le Nasdaq qui est revenu toucher les 18
et le S&P 500 qui s'est envolé quasiment au niveau des 5100 points. Attention tout de même, on reste sur des niveaux très élevés. Je ne vous recommande pas de rentrer à l'achat pour le moment. Je ne vous recommande pas forcément de rentrer à la vente non plus parce qu'on n'a pas forcément de confirmation baissière. Mais attention, situation à particulièrement surveiller, notamment au vu des catalyseurs qu'on aura la semaine prochaine. On va en parler juste après. Du côté des Européens, donc je vous le disais, on reste très très bullish sur le CAC 40 qui est bien soutenu par des données microéconomiques très favorable, je vous le disais avec Carrefour cette semaine, mais ça avait été le cas de Pernod Ricard semaine dernière ou encore d'LVMH au début de l'année 2024. Et même chose du côté du DAX qui reste aussi largement haussier pour le moment. Alors attention, je vous présentais mon scénario il y a quelques jours sur le DAX en vous disant qu'on était potentiellement dans une situation similaire à ce qui avait été fait fin 2023 où on avait eu un excédent baissier sous ce porte-voix daily et que potentiellement on allait avoir une situation similaire avec un excédent haussier au-dessus de ce porte-voix daily pour ensuite viser une réintégration avec retour aux alentours des 16 000 points. Ça, l'avenir nous le dira, c'est trop tôt actuellement pour le dire. Et de toute manière, je n'envisage donc pas de prise de position pour le moment. Le seul indice sur lequel je me suis repositionné cette semaine, ça a été le FTSE. L'indice européen, je veux dire, parce que sur les indices américains, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai tenté quelques petites positions que je vous ai partagées dans le serveur Discord. Le seul indice européen donc, que j'ai tradé cette semaine, c'est le FTSE, qui est pour moi beaucoup plus faible que ses homologues allemands et français, excusez-moi. Donc, position qui s'est bien passée en début de semaine. On a essayé des renforcements de position dans un second temps, mais ça a été un petit peu plus compliqué. Il y a eu un petit peu plus de rachats. Donc, on verra comment ça se déroule semaine prochaine. Peut-être qu'on prendra des profits et qu'on laissera tomber, ou alors on insistera pour viser plus bas. D'accord ? Voilà ce que je pouvais dire du côté des indices. Du côté du Forex, ça a été plutôt intéressant. On a pris des belles positions sur EURUSD notamment et sur le GBP/USD. Pourquoi ? Parce que notre plan s'est merveilleusement bien passé sur le cours du dollar. Je vous rappelle que depuis le début du mois de février, j'attendais un retour dans cette FVG en 4 heures pour venir rééquilibrer le mouvement. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça nous a donc permis de mettre en place nos scénarios sur EURUSD, donc je vous le disais, et sur le GBP/USD. Par contre, là où c'est un petit peu problématique, c'est que du coup, pendant ce temps-là, on n'est pas allé au bout de notre position sur le gold qu'on attendait un petit peu plus haut aux alentours des 2050 points. Donc, je vais être très très prudent sur le début de semaine prochaine, sur le comportement de l'or et sur la suite. Est-ce qu'on va clôturer 100% de notre position un petit peu avant le TP final ? Est-ce qu'on va laisser courir ? Ça va vraiment dépendre de la semaine prochaine et du comportement du dollar en fonction des différents catalyseurs macroéconomiques, encore une fois qu'on aura. Et pour terminer, petit point sur le pétrole, je suis toujours dans l'attente d'un retour aux alentours des 75,5 points pour envisager de l'achat et une continuation haussière entre 80 voire 87 $ pour les estimations les plus hautes. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va donc pouvoir regarder un petit peu ce qui va se passer dans la semaine qui arrive. On a vraiment du très très lourd semaine prochaine, donc il va falloir être prudent. Ça va commencer dès lundi avec des premières données dans le secteur de l'immobilier américain, notamment les ventes de logements neufs qui devraient repartir à la hausse. On avait vu les ventes de logements existants cette semaine qui étaient aussi remontées, donc c'est plutôt un bon signe d'une santé au sein du parc immobilier américain. Mardi, journée très très importante avec les commandes de biens durables. Je vous rappelle que c'est quand même un indicateur d'activité économique assez intéressant. Et puis surtout la confiance des consommateurs qui devrait légèrement diminuer. Et là, ça va être une bonne nouvelle. Ça peut être un peu contre-intuitif, mais ça va être une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que c'est potentiellement une donnée qui pourrait calmer un petit peu l'inflation. Et ça va évidemment aller dans le sens des marchés et dans le sens de la Fed. Mercredi, pour moi, l'une des journées les plus importantes de la semaine avec les chiffres du PIB, donc la croissance aux États-Unis, d'accord ? Et les stocks de pétrole brut, comme tous les mercredis. Jeudi, on va enchaîner sur une journée aussi bien chargée, mais cette fois-ci un peu plus du côté européen, avec les chiffres de l'inflation en France notamment, et on aura aussi les chiffres du chômage en Allemagne. Donc il y a pas mal de choses qui seront à surveiller jeudi matin, une session de Londres qui sera probablement assez agitée, et une session de Wall Street tout autant, puisqu'on aura les chiffres PCE, donc de l'inflation, sur le mois de janvier. Je vous rappelle que le chiffre PCE, c'est le chiffre de l'inflation
de l'inflation le mieux pondéré et que la Fed surveille le plus attentivement. Donc bien évidemment des chiffres importants. Et puis on terminera vendredi avec une session asiatique, cette fois-ci intéressante, les chiffres PMI en Chine, une session de Londres bien remplie avec les résultats de l'inflation. Et puis vendredi après-midi, on terminera en beauté avec les résultats PMI manufacturiers aux États-Unis, les anticipations d'inflation à court terme et à 5 ans et les attentes et la confiance des consommateurs à nouveau avec l'indice Michigan. Donc vous voyez de gros catalyseurs macroéconomiques qui nous attendent semaine prochaine. Il faut potentiellement s'attendre du coup à un petit peu plus de stress et de volatilité sur le marché. On sera très attentif à la situation du VIX. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, on suivra tous ces événements en direct avec vous en live. Je vous ai partagé le planning de la semaine tout à l'heure. Je vous invite à aller voir ça dans le serveur Discord. Pour terminer, on va faire un petit point sur les résultats de la semaine. Je vous le disais tout à l'heure, mais une semaine qui a été plutôt encourageante et plutôt satisfaisante. Alors, pas aussi, alors c'est bien, hein, pas aussi bien que j'aurais voulu, parce qu'il y a certaines positions que j'ai pas forcément toujours très bien managées, mais globalement, vous voyez, on termine sur une semaine complètement dans le vert sur les différents services chez Blockchain Capital. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vais terminer avec un dernier point. Vous l'avez vu dans le titre, je vous ai parlé d'hyperconcentration des marchés. On en avait déjà parlé les jours précédents. Eh bien oui, nouvelle actualité, nouveaux chiffres particulièrement intéressants. On repart sur Nvidia, je le sais, ok. Mais Nvidia qui pèse à lui tout seul plus lourd que le DAX. Le DAX, c'est 40 sociétés, dont certaines qui ont plus de 130 ans d'existence. Et juste Nvidia pèse plus lourd. Il faut savoir qu'Nvidia pèse aussi plus lourd que l'ensemble du marché chinois. Marché chinois d'ailleurs qui a bien rebondi. Mais certes, faut vous rendre compte vraiment de la problématique. C'est-à-dire qu'on a une économie américaine, mais aussi mondiale, qui est vraiment concentrée autour d'un secteur, la tech, et plus précisément de l'intelligence artificielle, et encore plus précisément de l'action Nvidia. Ça peut avoir des conséquences dramatiques parce que si cette action est amenée à dévisser et que la bulle est amenée à éclater, ça pourrait avoir des répercussions sur l'économie mondiale bien plus importantes et dramatiques que ce que l'on pourrait penser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, on va rester ensemble et on va continuer à discuter. Je vais répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, merci beaucoup. Likez, abonnez et posez vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon week-end. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.